De retour dans le jeudi anthropologie, on passe maintenant au cours du jour sur la créativité des mathématiques africaines. Professeur. Oui, voilà. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'est que vous savez que la problématique de fond dans laquelle nous sommes, c'est qu'on demande aux enfants de s'adapter à une méthode pédagogique, alors que c'est la méthode pédagogique qui doit s'adapter aux enfants. Normalement. Maintenant, la deuxième chose qu'on constate, c'est que ce cerveau, il est bipolaire. En fait, il y a une partie du cerveau qui est plutôt dans la réflexion, l'autre qui est plutôt dans la créativité. L'Afrique a compris une chose extraordinaire. Il faut faire travailler les deux cerveaux. Pourquoi ? Parce que dans l'état des connexions, au niveau des enfants et des humains, vous avez des humains qui sont plutôt très logiques, d'autres qui sont plutôt très créatifs. Mais quand il y a des connaissances à faire passer, il faut que ces connaissances, surtout lorsqu'elles sont transversales, que les uns comme les autres puissent les maîtriser. Donc il faut pouvoir faire les choses de manière à faire en sorte que les deux parties du cerveau soient autant sollicitées l'une de l'autre. Bon. Moi, j'ai déjà vu 14 000 enfants. Donc, aussi bien primaire, collège et au-dessus. Et ce que je constate, et que je dis, puisque j'ai quand même fait 1 semaine et demie au rectorat, donc ici en Guadeloupe, à expliquer qu'il y a une méthode sur laquelle il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des jeunes qui ont envie de participer à la compréhension de la connaissance et à ouvrir en eux les portes de la connaissance. Pourquoi ? Premièrement, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, puisque j'interviens sur des ateliers, je ne suis pas là pour transmettre mon intelligence aux enfants. Parce que les enfants sont déjà intelligents. Et je leur dis, je leur répète, vous êtes déjà intelligents. Alors l'enfant me dit, mais comment ? Écoutez, un enfant qui prend une fourchette et qui met la fourchette dans sa bouche fait un calcul mathématique hyper sophistiqué. Vous n'êtes pas convaincu ? On prend un robot et on va demander au robot... Voilà, on va programmer un robot pour mettre la main dans une assiette, prendre des aliments, monter la fourchette au niveau de la bouche et ouvrir la bouche et mettre les aliments dans la bouche. On peut programmer un robot pour s'asseoir sur une chaise. Donc, lorsqu'un enfant s'assied sur une chaise, mange avec une fourchette et la met dans la bouche, vous n'avez plus à lui enseigner les mathématiques, c'est pas la peine. Parce qu'il est à un niveau d'expertise mathématique qui dépasse l'entendement. L'enjeu, c'est pas de lui apprendre, mais de lui expliquer ce qu'il fait. Et pour lui expliquer ce qu'il fait, on part sur la base d'unités de mesure. Bon. Mais l'Afrique a introduit une réalité, c'est que il y a quand même l'aspect ludique des mathématiques qu'il faut préserver. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous rentrez dans un pays imaginaire où tout devient féerique et que vous rentrez dans un lieu où les matériaux sont des matériaux de l'univers des enfants. Moi, je ne vais jamais oublier que j'ai eu l'occasion d'intervenir donc, dans certains établissements. Je suis allé dans la cour de récréation avec les enfants. On a ramassé des graines, des plantes, des fleurs, et on a fait les mathématiques très avancées avec ce qu'on a trouvé dans la cour de récréation. Simplement pour montrer que l'enjeu, c'est de maîtriser un savoir. Le support importe peu. C'est le principe de l'algorithme qui compte. Et donc, je vais même mélanger des CE1, CE2, CM1, CM2 ensemble. Parce que l'Afrique, c'est par classe d'âge. Et j'ai montré qu'un CE1 peut cartonner sur un CM2 parce que tout simplement, il a une façon de visualiser la réalité. La chose aussi que je dirais par rapport à ça, c'est que n'oublions jamais que la vraie intelligence d'un enfant, c'est le bout de ses doigts. C'est là où se trouve la vraie intelligence. On voit bien que le bébé, il veut tout toucher avec la main, il veut tout mettre dans la bouche, parce que la vraie intelligence, elle est là. Donc, qui fait que il faut aussi que l'objet puisse être touché. Il faut aussi que l'objet puisse être manipulé. C'est ça l'enjeu. Donc, il y a une dimension des mathématiques dont on avait eu l'occasion de parler avec Paston, on a fait cet exposé la dernière fois. C'est le fait de pouvoir, par exemple, sur le sable ou sur le sol, avec un bâton, faire les traits au sol, à l'extérieur, dans la cour de récréation, et faire des mathématiques très avancées. Alors, si on peut montrer le premier élément, c'est pour expliquer, donc là, sur un tableau, ce que, je dirais, normalement, on peut faire au sol, dans du sable ou dans de la terre, avec des enfants à partir de leur baguette. Que vaut 22
fois 43. Alors, utilisons notre méthode. J'ai 22. Le premier chiffre est 2. Je trace 1, 2, 2 lignes. Et pour le deuxième chiffre, je trace aussi 1, 2 lignes. Et j'ai représenté le nombre 22 par notre méthode. 2, 2, ça fait 22. Multiplié par 43, j'ai 4. Donc, je trace 1, 2, 3, 4 lignes. Et puis 3 pour le nombre 43, c'est 1, 2 et 3. Je vais marquer les points d'intersection de ces lignes. J'ai un point, un autre, ici, ici, ici et là, 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 et puis ici, comme ça, comme ça, comme ça, ici, ici, là, et puis là. Et puis, on a ces points d'intersection. Je regroupe les points d'intersection par diagonale, dans ce sens. Une diagonale, deux diagonales, trois diagonales. Donc, j'ai ce groupe, et puis ce groupe, et puis ce groupe. Et je vais faire le dénombrement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marque 8. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'écris 14. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris 6. Alors ici, je constate que le nombre de points d'intersection pour la deuxième diagonale dépasse 10. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai 6. Et si vous regardez le premier exemple, on n'avait pas une telle situation. Tous les points d'intersection par diagonale étaient strictement inférieurs à 10. Alors, comment traiter ce problème? Eh bien, chaque fois que le nombre de points d'intersection dépasse 10, le premier chiffre sera comme une retenue pour la diagonale qui précède. La diagonale qui précède cette diagonale, qui a 14 points d'intersection, eh bien, c'est celle-là. Donc, on va transférer 1 vers cette diagonale, c'est-à-dire on va ajouter 1 à 8. OK? Donc, 1 plus 8, ça va faire 9. Je fais 8 plus 1 parce que j'ai 14 et que j'ai dépassé 10. Donc, j'envoie le premier chiffre de 14 vers 8. 8 plus 1, ça fait 9. Je conserve le chiffre 4. Je conserve le chiffre 6. Donc, j'ai 9, 4, 6. Et par conséquent, 22 fois 43 égale 946. Et si vous n'êtes pas sûr, employons la méthode classique. 22 fois 43. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 2, 6 encore. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 2, 8. Je fais la somme. 6 plus 0, ça fait 6. 6 plus 8, ça fait 14. J'écris 4 et je retiens 1. Vous voyez, la retenue dont je parlais, c'est celle-là qui est ajoutée au point d'intersection de la diagonale qui précède. Donc, celle-là précède celle-là. 1 plus 8, ça fait 9. Et 22 fois 43. Un chiffre un peu compliqué. 132 fois 221. Que vaut 132 fois 221? Je représente le nombre 132 par des lignes. Et le premier chiffre est 1. Donc, je marque un trait. Le deuxième chiffre est 3. Je marque 1, 2, 3 traits. Et le troisième chiffre est 2. Je marque 1, 2. Voyons le nombre 221. Le premier chiffre est 2. Je marque 1, 2 traits. Le deuxième chiffre est 2. Je marque encore 1, 2 traits. Et le troisième chiffre est 1. Je marque un trait. Je vais ensuite mettre en évidence les points d'intersection. Je mets en évidence les points d'intersection. La prochaine étape consiste à regrouper ces points d'intersection par diagonale. Donc, dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Par diagonale. Donc, j'ai une diagonale. J'ai une autre diagonale. J'ai une diagonale ici. Et puis une autre. Et puis une dernière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On dénombre ensuite dans chaque diagonale le nombre de points d'intersection. On dénombre dans chaque diagonale le nombre de points d'intersection. La première diagonale, j'ai 1, 2, je marque 2. La deuxième, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je marque 8. Pour la troisième, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1 plus 6, ça fait 7. 7 plus 4, ça fait 11. Je marque 11. La quatrième diagonale comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je marque 7. Et la dernière diagonale comporte 2 points d'intersection. Donc j'ai 2, 8, 11, 7 et 2. 2, 8, 11, 7 et 2. J'ai un problème ici parce que le nombre de points d'intersection a dépassé 10. Donc j'applique la règle qui dit que si le nombre de points d'intersection dépasse 10, le premier chiffre est transféré comme retenu vers le nombre qui précède. Le chiffre qui précède, c'est 8. Ou si vous voulez, la diagonale qui précède comporte 8 points d'intersection. Donc je vais ajouter 1 à 8. J'ai donc 2, qui reste 2. 8 plus 1, ça fait 9. 1 qui reste tel quel. 7 qui ne bouge pas. Et puis 2 qui reste ainsi. Et au total, on a 2, 9, 1, 7, 2. 2, 9, 1, 7, 2, soit 29 172, égal à 29 172. 132 fois 2, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 4, 6, 2, ce qui donne 2, 7, 1 plus 6, ça fait 7, 7 plus 4, ça fait 11, j'écris 1, je retiens 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 6, ça fait 9, et puis 0 plus 2, ça fait, j'ai 29 172. Voilà. Donc, vous voyez que les mathématiques du monde primitif, comme disaient certains individus qui avaient un peu perdu la tête à l'époque coloniale, sont étrangement arrimés à une logique universelle des mathématiques. Vous comprenez maintenant pourquoi les chercheurs disaient qu'il y avait des systèmes de cordage de comptage. Et M. Lewebouck a souligné que c'est très étrange que pour les peuples asiatiques, on ait les cordelettes et les cordages de comptage, y compris pour les Amérindiens, mais pour l'Afrique, on en parle, mais on fait comme si ça n'a jamais existé. Parce que ce que vous voyez là, ça peut être fait avec du cordage de comptage, d'accord, les calculs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre cordage dans la main, le dérouler, et vous avez les éléments de calcul qui apparaissent dans le cordage de comptage. Vous pouvez le faire aussi avec du bambou. C'est-à-dire vous avez une ramette et quand vous tirez, vous avez l'exercice enfin le résultat, le contrat passé, l'accord passé qui apparaît en tirant simplement les bambous. Donc qui fait que, vous voyez, c'est cela qui fait la diversité de calcul de l'Afrique et c'est ça qui devient intéressant pour l'enfant. Parce qu'il y a un effort de créativité avant de passer à la logique du calcul. Et la logique du calcul rejoint la logique du calcul occidental. Maintenant, la deuxième chose qui est importante, c'est de donner des références. Parce que, vous voyez, les enfants, moi j'ai voyagé à travers le monde, j'ai vu que en Asie, les enfants ont des références quand on parle des sciences dans leur univers historique et culturel. En Europe, c'est la Grèce, d'accord. Pour le monde arabe, c'est Bagdad. Enfin, tout le monde a organisé ses affaires. Il n'y a que nous qui serions suspendus en l'air. Alors, c'est important de rappeler que l'Afrique a eu de grands savants qui ont apporté à l'humanité des connaissances et ces connaissances sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de voir le numéro 1, le premier document, parce que ce sont ces personnages illustres que nous ne devons pas oublier de célébrer quand nous célébrons le génie africain.
Et on voit donc qui a enseigné à Pythagore. Voilà, parce qu'on a quand même des éléments très importants dans l'histoire qui ont été donnés par les Grecs eux-mêmes, c'est-à-dire quel était le nom de leur professeur africain. Donc c'est quand même important de le rappeler, puisque ce sont des gens qui sont très peu connus, parce qu'ils ont été les professeurs de Thalès, parce qu'ils ont été les professeurs de Pythagore. Ça fait un petit peu désordre dans cette espèce d'ego occidental, donc on les a tout simplement effacés des tablettes. Donc tout cela pour dire que lorsqu'on revient sur cette dimension africaine de la logique des calculs, on découvre des choses très intéressantes. Et si on peut voir le document de la BBC, parce que la BBC est descendue en Afrique, ils ont été en Éthiopie, et là ils ont découvert quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est un document en anglais que j'ai moi-même traduit, voilà, pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès aux informations. BBC4, notre soirée consacrée aux mathématiques commence par le reportage sur le système de multiplication éthiopien, un système étrange qui ignore certains chiffres et qui en écarte d'autres. En avant pour les multiplications. Pourriez-vous imaginer un monde sans fractions mathématiques? Un monde où vous pourriez jeter aux orties votre table de multiplication? Où peut-on trouver un tel monde? Eh bien, en Éthiopie. Depuis des centaines de siècles, les Africains utilisent un système de multiplication à la fois étrange et sophistiqué pour calculer le prix des marchandises sur les marchés implantés dans l'Est de l'Afrique. Aujourd'hui, le prix du café éthiopien est calculé sur des caisses enregistreuses. En Occident, nous utilisons notre technologie moderne, mais il y a 3000 ans, ce sont les cailloux qui servaient à nos échanges commerciaux. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment diviser ou multiplier un chiffre par 2. Pour les Occidentaux, le système de calcul éthiopien est si étrange qu'il semble relever plus de la magie quand on fond. Pour multiplier 11 par 15, il suffit de mettre ces chiffres sur 2 colonnes, puis d'aligner les chiffres de gauche en ignorant les fractions. 11, c'est 5, puis 2 et enfin 1, et dans l'autre colonne, on multiplie par 2, soit 15, 30, 60, 120. Chaque fois qu'un nombre pair apparaît dans la lignée, ignorez la rangée. Groupez les chiffres restants dans la colonne de droite et comptez, vous obtenez 165. C'est la bonne réponse. Il semble incroyable qu'un système puisse ignorer les fractions et supprimer les lignes de calcul et quand même obtenir de bons résultats. Mais cela fonctionne à chaque fois. Prenons un autre exemple. Lorsqu'on multiplie 31 par 25, on multiplie tout d'abord 31 par 5, puis par 20. On obtient alors 775. En Éthiopie, au lieu de multiplier par 5, puis par 20, on va multiplier par 1, 8 et 16. C'est une autre façon de concevoir le chiffre 25. En doublant un chiffre, on le multiplie par sa puissance de 2. Dans la colonne de droite, le nombre 31 est multiplié par 1, 2, 4, 8 et 16. Maintenant, il suffit d'additionner les chiffres dont le total est 25, soit 1 plus 8 plus 16. Finalement, c'est très astucieux. Cochez les chiffres pairs sur la gauche, conservez les bons chiffres élevés à la puissance de 2 sur la droite. Les lignes 2 et 4 disparaissent en laissant celles du 1, du 8 et du 16. En fractionnant la multiplication en puissance de 2, le calcul est converti en base 2 arithmétique. Quand toutes les sommes ont été alignées, il ne reste plus qu'à faire une addition. 775 est le résultat. C'est un système qui semble totalement étrange aux Occidentaux qui ne savent pas qu'ils l'utilisent des milliers, des dizaines de milliers de fois par jour. Car c'est grâce à ce système que tous les ordinateurs fonctionnent aujourd'hui. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous utilisons ce système. Deuxièmement, ce système réduit la multiplication à une suite d'additions. Troisièmement, tous les types de calculs sont finalement simplifiés. Simplifier les calculs fut la quête ultime des mathématiciens éthiopiens. Leur ingéniosité est la clé de notre modernité. Leur méthode de calcul est exactement le mode de fonctionnement des ordinateurs. Ainsi, des centaines de siècles avant l'invention des ordinateurs, ce sont les Africains qui ont inventé le code d'accès à notre modernité.
Excellent. J'avoue que le cerveau bug au début parce qu'on n'est pas habitué. Totalement, mais comme on n'a plus le temps, on reviendra sur les exercices. Mais je tiens quand même à dire une chose. Et il faut bien comprendre ce que je dis parce que c'est important. J'ai demandé à beaucoup de chercheurs à travers le monde, est-ce qu'ils auraient trouvé un autre peuple que le peuple africain qui aurait atteint un tel niveau de mathématiques, je dirais, parce que là, nous sommes dans la sophistication informatique. Tout le monde m'a dit non. Le dernier à qui j'ai demandé, c'est M. Iglash, aux États-Unis. Il m'a dit franchement, nous-mêmes, on s'est posé la question, on a été partout, mais il n'y a qu'en Afrique où on a vu ça. On a vu quoi? Vous savez qu'on dit que nous sommes dans deux systèmes. Il y a le système binaire informatique, le 1 et le 0, d'accord? Donc, qui va fonctionner avec les puissances de 2. Vous avez la partie décimale entre le 0 et le 9. Comment l'Afrique, à l'origine des mathématiques, a combiné les deux? Parce que ce que je vous ai montré, là, le 1, 8, 16, ce sont les puissances de 2. Et avec les chiffres à côté. Tout ça calculé avec des petits grains de café. C'est-à-dire que vous avez devant vous les seules mathématiques au monde qui allient les deux systèmes. À partir de là, il ne faut même pas s'étonner que la solution à l'informatique, parce que l'ordinateur, c'est un système de calcul sophistiqué, il fallait trouver un système d'algorithmes de calcul sophistiqué parmi les peuples de la planète pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif fixé à cette technologie. Et c'est là où on voit pourquoi l'Afrique est la seule à avoir remporté le challenge. Il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3. C'est-à-dire que l'Afrique est montée sur la première marche. À côté, il n'y a personne. Non, il faut bien comprendre ce que je dis. Il n'y a qu'une marche. Et M. Iglash m'a dit une chose. Si vous voulez comprendre, M. Omotune, je vais vous dire très clairement de quoi il s'agit. Lorsque vous ouvrez un ordinateur, il y a un seul cerveau au monde qui fonctionne comme ça, c'est le cerveau de l'Africain. Et en fait, lorsque vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau africain. Il n'y a pas d'autres cerveaux qui font ce genre de calcul. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que pour le moment, vous avez beaucoup de professeurs de mathématiques qui ont des réticences à enseigner nos mathématiques. Pourtant, il y a la semaine des mathématiques. Pourquoi, dans ce cadre de cette semaine des mathématiques, on parle de diversité, on parle de culture mathématique, mais on est toujours serré dans le contexte occidental, soit à cause de l'inspecteur, soit à cause du rectorat. Je pense que tous ces gens-là doivent revenir à la raison. Ce n'est pas un travail pédagogique, c'est un doctrinement idéologique. On n'est pas chez les nazis. Ce n'est pas un enseignement nazi. L'éducation nationale doit s'ouvrir à toutes les cultures dans leur expression scientifique. Autrement, ça sert à rien de parler d'Hitler au passé. Ça veut dire que tout simplement, on crée des Hitler dans l'histoire quand ça arrange les intérêts occidentaux. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Le cours qui n'est pas terminé justement sur la créativité dans les mathématiques africaines. On poursuivra donc la semaine prochaine. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une bonne soirée et nous on vous fait des bisous.